Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 27 février. À la une de cette édition, la préfecture communique sur l'essaim de séisme. Suite au déclenchement de ce phénomène qui touche Mayotte depuis plus de 9 mois, l'État a débloqué un budget de 420 000 € pour enquêter sur les séismes et pouvoir en comprendre la cause. Ce matin, un point presse a eu lieu à la préfecture du département en présence de l'Institut de physique du globe de Paris. Paul-Arthur Avitte nous en dit plus sur l'état d'avancement des recherches. Ce n'est pas moins de 6 sismographes qui ont été placés en haute mer grâce au navire de Chargy-Lang ce début de semaine autour de l'épicentre supposé des séismes. 3 autres seront placés sur l'île, faisant passer à 4 le nombre de sismographes sur Grande Terre. Le but, apporter le plus d'éléments possible pour comprendre les causes de ces phénomènes qui effraient de plus en plus les Mahorais. Les systèmes mis en place vont nous permettre d'être plus précis sur l'épicentre et le phénomène qu'on va voir. C'est-à-dire que est-ce que c'est un système volcanique, est-ce que c'est un système sismique et quelle est la forme de la faille, quelle est l'orientation de cette faille. Donc tout ça va pouvoir nous apporter des éléments parce que on a des sismomètres qui sont maintenant positionnés au plus près du phénomène sismique. Donc là, on va pouvoir collecter vraiment une information de plus haute précision et effectivement comprendre mieux encore le phénomène que nous vivons. Ces systèmes, appelés sismographes de fond d'océan, sont composés d'un hydrophone pour enregistrer les sons sous l'eau et d'un géophone qui enregistrera les mouvements de la Terre lors des séismes. Ces données seront enregistrées pendant 6 mois avant la récupération des systèmes par l'équipe chargée de sa mise en place. Ça va permettre de mieux localiser les séismes parce que pour bien localiser un séisme, il faut avoir des mesures tout autour. Et pour l'instant, on n'a pas ce système-là. Et donc, avec ces instruments-là, on va pouvoir mieux localiser à la fois à l'horizontale et à la verticale où sont les séismes. Et donc, on va avoir une meilleure image de la sismicité, où c'est localisé et jusqu'à où ça va. Ça va aussi permettre de calibrer les stations à terre parce qu'on va rester que 6 mois. Après, il y aura toujours les stations à terre et ces instruments vont être calibrés, leur localisation sera calibrée en utilisant nos localisations pour pouvoir dans le futur avoir des meilleures localisations à partir des réseaux terrestres. Depuis juin 2018, l'île de Mayotte s'est affaissée de 10 cm, un chiffre inhabituel qui se compte normalement en millimètres sur une année. Il faudra encore attendre 6 mois pour récupérer les systèmes et 1 mois supplémentaire pour que les 44 sismologues travaillant en métropole sur l'essaim de séisme de Mayotte puissent expliquer le phénomène qui touche l'île au parfum. Direction le port de Longoni. Dans votre 19h actuellement, une mission est à Mayotte afin de faire le point sur la situation au sein de l'infrastructure portuaire. Lors de la venue du président de la République en juin prochain, des réponses seront attendues sur la question du port. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le président de l'Union maritime de Mayotte. Il a pu rencontrer les membres de la mission qui, selon lui, n'est qu'une énième mission de plus à Mayotte. Écoutons la réaction de Norbert Martinez au micro de Patrick Millon. Je pense que la mission, effectivement, sur le port, et elle est bien là. Elle reçoit l'ensemble des acteurs portuaires, plusieurs fois pour certains. On s'exprime très librement. Je pense que cette mission, d'ailleurs, c'est pas je pense, ils nous l'ont indiqué, il n'y aura pas de rapport à l'issue. Hein, c'est très clair. Et ça tombe assez bien puisque de toute façon... tous les missionnaires y sont venus, on n'a jamais eu, nous, les rapports sur le port, hein, donc ça va pas changer grand-chose. Et donc, on est dans une phase d'écoute, de propositions, paraît-il. Donc, dans les propositions, moi, j'ai jamais, à aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler de grands ports de la part de cette mission. Ils sont là d'abord pour essayer, je crois, de trouver des solutions pour calmer le jeu. Bon, un peu pour nettoyer les rues par rapport à Emmanuel Macron. Il faut quand même dire la vérité. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a un homme politique qui arrive, il faudrait qu'ils viennent plus souvent tous, hein, parce que comme ça, on aurait vraiment des rues un peu plus propres. On poursuit ce 19h en se plongeant dans le domaine du social. Les retards à combler en la matière sont immenses, notamment en ce qui concerne les prestations sociales. À ce titre, nous recevions ce matin le vice-président du conseil départemental en charge de la première compétence du département. Issa Abdou Issa est revenu sur l'importance de devenir une région pour rattraper le retard sur le plan social. En ce qui concerne le CHM, dont il est le président du conseil de surveillance, l'idée de devenir un établissement international semble à oublier. Au montage, Leslie Vimonet.
le vice-président du conseil départemental en charge du social souhaite que cette nouvelle année 2019 soit celle du rattrapage dans ce domaine. Pour ce faire, Issa Abdou Issa milite pour que Mayotte devienne un département-région, même si en parallèle, il souhaite que le droit commun s'applique comme dans tous les départements de France. Le travail qui est issu de cette évolution institutionnelle, en tout cas notre souhait le plus cher, c'est de faire en sorte que de coller aux vœux des Mahorais qui veulent donc qu'il y ait la compétence de département et région. Deux choses. Un, qu'il y ait le département qu'on parachève ce processus de départementalisation pour qu'il y ait dedans deux choses, là aussi, que ce qui n'existe pas ici en termes de prestations sociales, je suis mieux placé pour vous le dire, eh bien, soit étendu ici à Mayotte, et que ce qui existe, qui est aujourd'hui pas à la hauteur de ce qui se fait sur le droit commun, sur le national, eh bien, soit là aussi aligné ce que le président Sobadine appelle la convergence. L'année passée, le président du conseil de surveillance du CHM avait milité pour que le centre hospitalier devienne un hôpital international. Depuis, la loi Tani est passée et Issa Abdou est revenu sur son idée première. La loi Tani qui fait en sorte que cette difficulté-là de contourner le droit du sol, eh bien, de mon point de vue, tel que on le concevait en tout cas, ce risque-là n'existe plus. Alors, on peut penser que l'idée de la zone internationale, eh bien, n'a pas lieu d'être. Après, il y a un plus haut lieu des décisions qui se prennent, mais mon avis aujourd'hui est celui-là parce que je considère qu'à partir du moment où il y a ce travail colossal de Tani qu'il faut saluer encore une fois, alors je pense que l'idée qui était la mienne à l'époque, qui consistait à faire en sorte que le risque pour ces enfants-là, nombreux, et ne serait-ce que parce qu'on considérait en conscience qu'on était là dans une dérive et un contournement du droit du sol, eh bien, n'a pas lieu d'être, et donc on peut passer à autre chose. Aujourd'hui, la plus grande maternité d'Europe reste une priorité pour Issa Abdou Issa, qui souhaite que des travaux soient réalisés afin de permettre à l'institution d'être à la hauteur des attentes. Ce qui est important aujourd'hui pour le CHM, ce sont ces 200 millions pour faire imaginer l'hôpital de demain, l'extension si nécessaire aujourd'hui et les travaux d'urgence qui ont lieu en ce moment, c'est aussi l'inauguration à l'été prochain de l'hôpital de Petite-Terre. Donc on fourmille d'idées, on avance, les choses avancent et je crois que c'est ça le plus important. Les choses avancent en espérant que cette année 2019 soit celle de grandes avancées dans le domaine du social. La fièvre de la vallée du Rift qui progresse, le visa Balladur ou encore des cambrioleurs mis hors d'état de nuire, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 27 février. La fièvre de la vallée du Rift continue à se développer sur l'île parmi les cheptels de ruminants et le nombre de cas humains est en augmentation, une centaine à ce jour. Parmi les moyens de transmission à l'homme, il s'avère que la consommation de lait cru de ruminants est susceptible de présenter un danger pour la santé publique et la sécurité du consommateur. Par conséquent, en concertation avec la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte et de l'ARS Océan Indien, le préfet du département a décidé d'interdire par arrêté la commercialisation de lait produit dans le département ou tout produit en contenant sans que le lait ait subi préalablement un traitement thermique. Cette mesure entre en application le 27 février 2019 pour une durée de 3 mois. Pour ce qui est des consignes pour vous prévenir de la fièvre de la vallée du Rift, il convient de bien faire cuire la viande, de faire bouillir le lait et de ne pas consommer de lait caillé, de se protéger contre les piqûres de moustiques et d'éliminer les gîtes larvaires. Pour les professionnels en contact avec les animaux, il convient de se protéger en portant des lunettes, un masque et des gants au moment des soins ou de l'abattage. Le 6 novembre dernier, le ministre comorien des Affaires étrangères, Souef Mohamed El Amin, lançait les mots suivants suite à un accord entre la France et les Comores. Après 9 mois de tension entre les deux pays, il était temps de trouver un terrain d'entente qui puisse satisfaire les deux parties. La France est un partenaire clé dans le développement des Comores. Le seul différend qui nous oppose concerne l'île de Mayotte, dont nous réclamons et réclamerons toujours le retour dans son giron naturel en nous appuyant sur le droit international. Depuis cette déclaration, la rédaction d'un accord cadre entre les deux pays est en cours. Parmi les craintes de la population mahoraise se trouve le spectre de la libre circulation des ressortissants comoriens à Mayotte. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian vient de répondre sur le site de la diplomatie française que le visa pour se rendre à Mayotte, outil essentiel de maîtrise de l'immigration, est et demeure obligatoire.
Le 13 février dernier, des individus ont fracturé le rideau métallique du restaurant La Bigoudaine au Haut-Vallon. Visages masqués, ils se sont introduits dans le commerce et ont dérobé de nombreuses bouteilles d'alcool ainsi qu'un home cinéma avant de prendre la fuite. La vidéosurveillance a permis de reconnaître l'un des auteurs bien connus des services de la police nationale. Interpellé par les policiers de la BAC, il a dénoncé plusieurs de ses complices qui ont été appréhendés dans le quartier Gaza à Kaweni. Une perquisition dans un banga a permis de découvrir plusieurs bouteilles d'alcool, des cigarettes ainsi que 2 rétroprojecteurs, un ordinateur et une carte bancaire datant d'un cambriolage ultérieur à celui de la Bigoudaine. Les malfrats ont reconnu les faits et se sont révélés être impliqués dans d'autres affaires de vol avec violence. Ils vont désormais avoir affaire à la justice. On termine cette édition avec la signature de la déclaration d'engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain de Mamoudzou. Les acteurs de l'aménagement urbain se réunissaient ce matin pour accueillir le président et la délégation de l'ANRU à Kaweni. Un itinéraire au cœur des quartiers prioritaires était au programme de la matinée, une visite qui vient appuyer l'urgence d'apporter services et équipements aux populations de ces quartiers. Quels sont les axes majeurs du projet et quels autres quartiers de l'île feront l'objet de programmes similaires? Un reportage de Marion Tellier. Ce matin, Olivier Klein, le président de l'Agence nationale de rénovation urbaine, était accueilli sur les hauteurs de Mangatélé à Kaweni pour la signature de la déclaration d'engagement concernant le nouveau programme de rénovation urbaine de Kaweni. Un itinéraire de présentation d'environ 45 minutes avec les acteurs de l'aménagement du territoire sur l'île au cœur des quartiers prioritaires de la ville. Ici, il faut qu'on intervienne avec tous les partenaires de l'État parce que c'est une évidence, il y a de l'habitat insalubre, il y a des enfants partout et c'est de notre responsabilité à tous d'agir pour amener plus de salubrité, travailler sur la question de l'assainissement, travailler sur la question du logement, travailler sur la question de l'école parce que tout démarre par l'école et on a vu à quel point cette cité scolaire est incroyablement grande et il faut permettre aux enfants d'aller à l'école en toute sécurité, en repartir en toute sécurité. La zone scolaire de Kaweni rassemble en effet plus de 10 000 élèves sur les 16 000 recensés à Mamoudzou, un nombre qui inclut seulement les élèves de classe élémentaire et primaire. Kaweni n'est cependant pas le seul quartier concerné par ces projets de rénovation urbaine. Koropa à Majikavo ou encore la Vigie en Petite Terre en font également l'objet. C'est un programme qui va représenter un appui de la part de l'ANRU de près de pas loin de 50 millions d'euros, qu'on va d'ailleurs contractualiser dans ce qu'on appelle les contrats de convergence État-département. Donc c'est une pièce pour permettre aussi la transformation de l'île, parce qu'il y a des services, il n'y a rien dans ces quartiers. Rattraper l'offre d'équipements et de services attendus, un projet estimé à 124 millions d'euros pour la seule commune de Kaweni. Les premières opérations d'aménagement débuteront à l'horizon 2019-2020 sur le secteur SPPM, avec la mise en place de plateformes de services urbains à Bandrajou et à Mahabourini pour résorber l'insalubrité. Des opérations immobilières seront par la suite lancées entre 2021 et 2023. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Onguena, directeur du cabinet d'études Incidence. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, vous êtes ici ce soir car à 20h, nous avons la saison 2, la 3e émission d'Agir pour l'environnement qui va être diffusée. Alors pourquoi, Anne-Constance, avoir décidé de repartir sur une 2e saison ? Alors pour plusieurs raisons, et la première qui sûrement est la plus importante, c'est par rapport à l'engouement qu'a suscité la première saison, le nombre de téléspectateurs, les messages qu'on a pu recevoir qui posaient des questions, qui nous demandaient d'être quelquefois plus précis sur les sujets. Il y avait une réelle demande en la matière ? Oui, une réelle demande via les réseaux sociaux, via les téléphones portables, voilà. Et donc on s'est dit que c'était sûrement très intéressant de reprendre les thématiques qui avaient été le plus apprécié par les téléspectateurs sur la saison 1 et d'aller un petit peu plus en profondeur dans les sujets, en cette fois ne balayant plus, mais en étant beaucoup plus explicatif sur les difficultés, les solutions mises en œuvre et ce qui va se passer si on ne fait rien. Vous venez de l'aborder, mais qu'est-ce qui change vraiment dans cette 2e saison ? On a l'impression qu'effectivement ça va plus loin, mais qu'aussi on a réussi à mieux définir aujourd'hui les vraies problématiques avec les acteurs, parce que c'est une émission où effectivement les acteurs sont très impliqués. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans la 2e saison, les partenaires du projet ont pris aussi l'habitude de travailler
autour de l'équipe Agir pour l'environnement, et donc on co-construit avec les parties intéressées, c'est-à-dire celles et ceux qui tous les jours œuvrent sur notre île pour la protéger, pour préserver la biodiversité, pour défendre nos forêts, protéger les animaux. Et c'est vrai que trop souvent on dit oh mais il se passe rien, ils font rien, alors qu'en fait il y a une somme importante de femmes et d'hommes sur ce territoire passionnés par leur sujet, la forêt, les tortues, le lagon, et qui tous les jours travaillent pour améliorer nos conditions de vie. Et ne sont pas valorisés? Pas suffisamment valorisés, surtout extrêmement méconnus, et on le découvre tous les jours en enregistrant, puisque là on enregistre beaucoup les émissions de la saison 2, et on peut découvrir tous les jours des gens de grand talent, très experts de leur sujet, et qui n'ont qu'une envie, c'est partager leurs connaissances. Alors ce soir, il y a une nouvelle émission qui va être diffusée. Oui. On va parler des espèces animales invasives. Je vous propose de regarder un petit extrait, puis on en parle juste après. Ok. Alors dans la cavité, là, il y a un nid de phaéton, ou pailles-en-queue. Et comme c'est une espèce qu'il faut protéger, on a disposé justement des cages de dératisation tout autour, parce que l'une des raisons principales de la disparition des oiseaux marins, ou plus exactement de la fin du nichage des oiseaux marins, c'est essentiellement dû à la prédation par les rats. Les impacts négatifs de cette espèce invasive touchent autant la faune que la flore. En effet, les rats ingèrent tout ce qu'ils trouvent et raffolent de la vanille de humblot, une espèce endémique en danger d'extinction. Vous voyez, hein, vous avez pas mal de morsures de rats partout. D'ailleurs, celle-ci, elle est vraiment en mauvais état. Vous pouvez même regarder ici, hein, vous voyez des taches. Elle change de couleur, vous voyez, ici. Et elle est vraiment, il y a 3 semaines de cela, on a procédé à la dératisation ici. Alors Anne-Constance, on connaissait la problématique, puisqu'on en a beaucoup parlé, des espèces de plantes, espèces végétales invasives, mais il y a aussi des espèces animales. Alors le rat, forcément, ça nous vient tout de suite à l'esprit, mais pas que, il n'y a pas que le rat. Non, on a aussi, et on en parle d'ailleurs dans l'émission ce soir, il y a aussi le martin triste, qui est un très joli petit oiseau, comme ça quand on le voit seul, mais qui effectivement entre en compétition avec les espèces locales et pas à la faveur des espèces locales. Donc c'est toujours très ennuyeux de voir se développer ces espèces invasives. Alors on parle de ces deux espèces dans l'émission, le rat, le martin triste, parce qu'ils ont ça en commun de se nourrir de nos déchets. Oui, parce que en fait, la question qu'on se pose, c'est que en quoi l'activité humaine, en quoi nous, on est concernés par ça, en quoi on est fautif en fait dans cette prolifération de ces espèces invasives. C'est essentiellement nos déchets, puisque les rats se nourrissent du contenu de la poubelle, évidemment, et les martins tristes vivent au-dessus des tas de déchets dans les villages, mais aussi au-dessus de l'ISDND de Dzoumogné, et se nourrit de nos déchets. Donc forcément, on a une responsabilité, parce qu'il convient à la fois de mettre nos déchets correctement dans un sac poubelle, correctement dans la poubelle, pour limiter la prolifération des rats et des autres espèces invasives. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on va dans le bon sens par rapport à ça? La gestion des déchets, c'est quelque chose de complexe. On sait qu'il y a une augmentation de 10% par an du nombre de déchets, en termes de tonnes de déchets qui sont à collecter. Est-ce qu'on va dans le bon sens, selon vous? Vous êtes un bureau d'études, donc vous êtes au plus près de ça. Est-ce qu'on est dans la bonne dynamique, ou qu'au contraire, il y a encore beaucoup de travail à réaliser et qu'on est en retard? Je dirais qu'Agir pour l'environnement nous a sûrement permis de prendre conscience qu'il y avait des sujets sur lesquels on était beaucoup plus en avance que le sujet des déchets, qui pour moi est un chantier immense, au sens où le service public de la collecte est améliorable, hein, c'est certain. Les collectes sélectives doivent être effectivement promues sur le territoire, parce que, et on le voit au travers des résultats du baromètre des déchets, d'année en année, les habitants de l'île se désintéressent de plus en plus de la question. Et puis à un moment donné, il faut aussi se dire que le contenu de notre poubelle, puisqu'une récente étude a été faite en fin d'année dernière, le contenu de notre poubelle contient 56% de déchets dits organiques. Donc, le gaspillage
Le gaspillage alimentaire cause effectivement beaucoup de déchets. Ces déchets organiques nourrissent les espèces invasives dont on a parlé tout à l'heure. Et à côté de ça, les PMI disent qu'aujourd'hui, 7% des enfants de Mayotte souffrent de malnutrition. Donc il y a là quelque chose qui est un peu absurde. On jette beaucoup trop. Et puis de l'autre côté, on souffre de malnutrition pour certains enfants moins favorisés. Et on participe à la prolifération des espèces invasives. Donc oui, le service public de la collecte est améliorable, mais je crois aussi que dans nos comportements, on pourrait se poser certaines questions. Le compostage, par exemple, des déchets de la cuisine est à la portée de chaque foyer de l'île, en fait. Effectivement, vous parliez tout à l'heure de cette répartition. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est pas trop centralisé? Est-ce qu'il ne faut pas un peu décentraliser les choses, à savoir que les intercommunalités et que les communes prennent une place plus importante dans justement cette gestion des déchets? Je crois qu'il y a des choses qui se mettent en place en la matière. Est-ce que ce n'est pas ça l'une des solutions? Alors, il faut que la collecte continue de se faire à l'échelle du territoire de Mayotte. Il faut que le traitement continue de se faire à l'échelle du territoire de Mayotte. Pour une raison simple, c'est qu'on est un petit territoire de 374 km², on est sur des process industriels extrêmement experts et on ne peut pas se permettre de multiplier les unités dans les différentes communes, ça me paraît être un non-sens. En revanche, ce que les communes, les collectivités au sens large doivent s'approprier, c'est la prévention et la réduction du nombre de déchets, c'est-à-dire parler au plus près des habitants pour favoriser le tri sélectif, puisque là du coup on permet à des déchets de devenir une matière première et de reprendre d'autres process. Et puis de l'autre côté, il faut absolument que les habitants se responsabilisent un peu et entrent dans une démarche de réduction de la production de déchets, c'est-à-dire que dans les magasins, au moment où on fait ses courses, on achète aussi les yaourts, les pâtes ou d'autres produits, le riz, en fonction de ce qu'on peut faire de l'emballage. Soit il y en a trop et on prend une autre marque, soit on sait ce qu'on va pouvoir faire du déchet, je pense au sac de riz par exemple, et c'est bien. Si on ne se pose pas ces questions, on va très rapidement avoir un problème ici à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de sensibilisation dans cette émission, est-ce qu'aujourd'hui le problème n'est pas dans le fait qu'il est difficile de sensibiliser lorsqu'on a tant de précarité? On connaît les chiffres de la pauvreté à Mayotte, 84%. Est-ce que c'est pas ça le plus grand frein aujourd'hui à Mayotte, cette précarité, ces personnes qui ne pensent pas à l'environnement parce que ce n'est pas leur priorité le matin lorsqu'ils se lèvent? Alors, c'est vrai que vous avez raison, ce point est important à mettre en avant. Pour autant, si on se limite à cet état de fait, on ne changera rien. Or, on sait aujourd'hui que dans les quartiers qui sont non urbanisés, à l'intérieur desquels on peut retrouver cette population précaire dont vous parlez. On a vu tout à l'heure des images à Kaweni où vraiment il y avait énormément de déchets et c'était assez flagrant. Mais du coup, ça fait que ces populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles, mettent en danger aussi leur santé, puisque les déchets qui ne sont pas correctement ramassés polluent l'eau, polluent les sols, et forcément, quand il y a des pollutions, l'eau est contaminée, et on trouve ici des prévalences de fièvre typhoïde qui sont jusqu'à 50 fois supérieures à ce qu'on peut trouver en métropole. Donc je ne crois pas qu'il faille se limiter à dire, puisque la priorité de certains, c'est la survie, c'est être encore présent sur le territoire ce soir, ou c'est que va-t-on manger, ou que vais-je donner à manger à mes enfants dans le reste de la journée. Si on se limite à ça, on ne s'en sortira pas. Justement, il ne faut pas surfer sur cette vraie problématique de santé publique et cette sensibilisation ne doit pas passer par le fait que ces personnes se mettent en danger et mettent en danger la vie de leurs enfants. Est-ce qu'on ne doit pas toucher des cordes sensibles comme ça aujourd'hui pour sensibiliser? Parce qu'il y en a de la sensibilisation, mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas suffisamment. Alors, oui, d'une certaine manière, oui. Mettre en danger en tout cas mettre en avant le risque pour la santé publique, oui, c'est une raison, mais, et on le voit bien en ce moment en métropole avec l'explosion du mouvement des Gilets jaunes, l'écologie, la préservation de l'environnement ne doit pas être punitif. C'est-à-dire que si on le fait parce qu'il y a un prix à payer, ça ne marchera pas. Il faut progressivement faire changer les mentalités, et ça se fait dans la durée. C'est un long mouvement de balancier qui doit se mettre en marche. Et je vais prendre juste un exemple qui est celui du tri des emballages ménagers. Il aura fallu 20 ans
pour que l'éco-organisme en charge parvienne à faire que ce soit un réflexe habituel de celles et ceux qui vivent en métropole. Pour ceux qui vivent en métropole, jeter un carton dans un bac spécifique, c'est normal. Et ça veut dire que le combat est gagné. Il faut arriver maintenant à Mayotte à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à faire changer les comportements, à faire changer les mentalités, et c'est pas en faisant peur aux gens qu'on y arrivera. Anne-Constance Nguena, agir pour l'environnement, vous y croyez toujours? Ah oui, ça j'y crois plus que jamais, oui. Et bien dans ce cas-là, je vous propose de regarder ce soir à 20h l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis ne ratez surtout pas à 20h donc cette émission sur les espèces animales invasives. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.